Bienvenue. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous avez profité de la semaine de relâche pour aller marcher dans Hochelaga, vous perdre dans ces rues et ces ruelles. Ça me fait plaisir aujourd'hui de venir vous parler de géopoétique et de poésie. On va s'intéresser au sens littéral du suffixe du terme géopoétique, puisqu'évidemment, ce suffixe-là, bien qu'il renvoie à une acception plus générale de la poésie au sens de la poétique, s'applique bien évidemment à la poésie elle-même, à l'écriture en général. Nous sommes en majorité des littéraires et donc ça nous concerne au premier chef. Ça me fait vraiment plaisir aussi d'accueillir Patrick Lafontaine qui a accepté de venir nous rencontrer aujourd'hui puisque vous savez qu'il va y avoir dans la présentation que je vais faire préalablement à l'entretien un volet qui va porter sur Homa Sweet Home qui est un livre de Patrick. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire ma présentation. Je ne sais pas, je me suis pas chronométrée puisque je n'ai pas eu le temps de le faire. Alors, je vais essayer de m'adapter pour ne pas être trop longue. Je vais voir combien de temps je peux consacrer à la lecture des textes, mais j'espère que vous avez avec vous le recueil de textes, puisqu'évidemment, je vais me reporter aux extraits des livres que vous avez pu lire, en espérant que vous les avez lus, puisque ça va probablement éclairer la lecture que je vous propose. Il y avait aussi dans le recueil de textes, des textes théoriques dont on n'a pas eu l'occasion de parler, sinon ceux de Rachel Bouvet et d'André Carpentier qui nous ont fait des présentations lors de la première séance. Notamment des textes de Bernard Westphal et de Michel de Certeau. Donc, j'ai décidé de partir de ces textes-là en faisant ressortir les points saillants, les points les plus pertinents pour aborder la poésie dans son rapport à l'espace urbain. Points que je vais vous rappeler dans un premier temps et qui vont permettre d'appuyer les questions que je vais poser au texte et qu'on va pouvoir se poser ensemble à partir des textes, qui sont les trois recueils de poésie suivants, à savoir Le Pas gagné de Marcel Labine, qui est paru aux Herbes Rouges en 2005, L'œil au calendrier de Gabriel Landry, paru chez Québec Amérique en 2007, et Homa Sweet Home de Patrick Lafontaine, paru au Norrois en 2008. Donc, ce sont des livres qui ont été publiés à peu près au même moment. C'est intéressant aussi de voir qu'il y a peut-être un effet en fait, de concertation plus ou moins consciente d'auteurs autour de l'habitation et de l'expérience de ce quartier. Donc, à partir de quelques propositions ou affirmations de Bernard Westphal, donc dans son texte tiré de la géocritique réel, espace, fiction, que voici, à savoir que, et là je vous donne en fait des citations du texte, vous n'avez pas besoin de vous y reporter, là, à savoir donc que la géocritique affronte un référent dont la représentation littéraire n'est plus considérée comme déformante mais comme fondatrice, qu'en géocritique, le référent et sa représentation sont interdépendants, c'est assez fondamental, voire interactifs. De même, la relation bipolaire entre altérité et identité n'est plus régie par une simple action, mais bien par une interaction. En empruntant un point de vue géocritique, on opte en faveur d'un point de vue pluriel qui se situe à la croisée de représentations distinctes. Il s'agit en fait de s'adonner à l'examen d'une multiplicité de points de vue, éventuellement hétérogènes, qui tous convergeront vers un lieu donné. Dans la mesure où la fiction est inscrite dans le monde, elle s'arroge la double faculté de rendre compte du réel et, à l'extrême de cette logique, d'influencer sur le réel, ou plus exactement sur la représentation du réel. Si, dans la plus classique des hypothèses, le référent est enraciné dans le vrai monde, il arrive également que le référent se situe hors du monde réel, quelque part dans un texte, voire dans une série de textes. Donc, il y a un aspect aussi intertextuel qui peut être dégagé et mis en lumière par l'approche géocritique. Donc, c'est particulièrement pertinent, ça, en regard du travail de Marcel Labine, mais aussi bien en regard du travail de Gabriel Landry. Il appartient aux géocriticiens
de jeter un regard neuf, de prêter une oreille attentive et d'être à l'écoute des vibrations sensorielles du texte et des autres supports de la représentation. Évidemment, là, on trouve une parenté avec ce que nous a présenté André Carpentier. Cette affirmation, elle est particulièrement pertinente pour Gabriel Landry, qui a un travail très particulier sur les synesthésies dans ses poèmes, mais aussi pour le livre de Patrick Lafontaine. Comme l'espace n'existe que dans la verticale constamment réactivée de ses strates temporelles, c'est important pour les 3 livres, la géocritique aura une vocation archéologique, au mieux stratigraphique. Donc, en partant de ces postulats que je viens de dégager du texte de Westphal, tout en gardant à l'esprit qu'il s'agit évidemment d'une entreprise limitée et partielle, puisque le corpus dont on dispose ne représente pas l'ensemble du corpus qui est disponible pour aborder le quartier Hochelaga, et que la géocritique non seulement ne peut pas se limiter à une seule œuvre ou un seul auteur, mais intègre divers modes d'expression et de représentation artistique, on peut tout de même se poser la question suivante. Qu'est-ce que la poésie dit du lieu, en l'occurrence le quartier Hochelaga, et comment, en retour, le lieu la détermine-t-elle, voire la transforme-t-elle? Donc, c'est la première question qu'on va poser au texte. De Michel de Certeau, maintenant, je propose de retenir les idées suivantes. Échappant aux totalisations imaginaires de l'œil, il y a généralement une étrangeté du quotidien qui ne fait pas surface. C'est tiré évidemment de l'invention du quotidien, art de faire. Je vous le rappelle, c'est le texte que vous avez, je l'espère, déjà lu. Donc, échappant aux totalisations imaginaires de l'œil, il y a généralement une étrangeté du quotidien qui ne fait pas surface et dont la surface est seulement une limite avancée, un bord qui se découpe sur le visible. Il s'agirait donc possiblement pour l'écrivain flâneur, déambulateur, de saisir cette découpe du visible, d'y être attentif et de la transposer. Attendez, ma chaise est mal ajustée, je suis sur le bout des pieds. Voilà, ça va mieux aller. Ensuite, la marche comme espace d'énonciation, c'est une des idées principales des extraits que vous avez lus. Donc, ça se décline en plusieurs points. Les jeux de pas sont façonnage d'espace. Ils trament les lieux. À cet égard, les motricités piétonnières forment l'un de ces systèmes réels dont l'existence fait effectivement la cité, mais qui n'ont aucun réceptacle physique. Donc, ce sont les usagers de la ville qui font la ville, qui tracent la ville à même leur trajet. L'acte de marcher est au système urbain, ce que l'énonciation est à la langue ou aux énoncés proférés. Donc, une actualisation, au fond, de l'espace urbain. La marche affirme, suspecte, hasarde, transgresse, respecte, etc., les trajectoires qu'elle parle. La marche est donc une parole, une manière d'énoncer les lieux, d'énoncer dans les lieux. L'acte de tourner des phrases a pour équivalent un art de tourner des parcours. C'est particulièrement pertinent en ce qui concerne le travail de Gabriel Landry, mais c'est vrai aussi des 3 poètes. Les relations du sens de la marche avec le sens des mots situent 2 sortes de mouvements apparemment contraires. L'un d'extériorité, marcher, c'est se mettre dehors. L'autre, intérieur, donc une mobilité sous la stabilité du signifiant. De Certeau relève 3 fonctionnements distincts, mais conjugués des relations entre pratique spatiale et pratique signifiante, le croyable, le mémorable et le primitif, tous les 3 associés respectivement à la légende, donc le croyable à la légende, au souvenir, le mémorable au souvenir, et le primitif au rêve. C'est l'aspect plus mythique. Donc. Selon lui, la circulation physique aurait la fonction itinérante des superstitions d'hier ou d'aujourd'hui, donc viendrait donc combler un vide. Le voyage, comme la marche, serait le substitut des légendes qui ouvraient l'espace à de l'autre, donc la fonction mythique.
Ce que produit cet exil marcheur, c'est très précisément le légendaire qui manque à présent dans le lieu proche. C'est une fiction, bon, évidemment, là, on réfère à l'époque, à la période postmoderne, c'est développé dans le texte. C'est une fiction qui a d'ailleurs la double caractéristique, comme le rêve ou la rhétorique piétonnière, d'être l'effet de déplacement et de condensation. Les récits de lieux sont des bricolages. Ils sont faits avec les débris du monde. Ça, c'est tout à fait pertinent pour les 3 démarches. Les reliques verbales sont dont le récit est composé. Donc, il y a à la fois récolte de débris réels, mais aussi de reliques verbales. Donc, les reliques verbales dont le récit est composé, liées à des histoires perdues et à des gestes opaques, sont juxtaposés dans un collage où leurs rapports ne sont pas pensés et forment de ce fait un ensemble symbolique. C'est ce que permet en particulier la poésie. Elle travaille justement dans les appositions, dans les mises en regard d'éléments sans forcément les articuler suivant une logique linéaire, et ça permet justement une refondation symbolique et une resymbolisation, une remythification des lieux. Elles s'articulent donc par des lacunes. Elles produisent, dans l'espace structuré du texte, des antitextes, des effets de dissimulation et de fugue, des possibles de passage à d'autres paysages. Ça s'actualise aussi dans les 3 livres. Par le procès de dissémination qu'ils ouvrent, ça c'est très important, les récits s'opposent à la rumeur, car la rumeur est toujours injonctive, instauratrice et conséquence d'un nivellement de l'espace, créatrice de mouvements communs qui renforcent un ordre en ajoutant un faire croire au faire faire. Les récits diversifient, nous dit Michel de Certeau, les rumeurs totalisent. Donc là aussi, il y a vraiment une caractéristique importante de la poésie en ce qu'elle permet de proposer des récits, mais qui est une manière de recyclage de la rumeur, parce que la rumeur est importante. Il y a une dimension polyphonique caractéristique et fondamentale dans la démarche des 3 auteurs dont il est question. Pratiquer l'espace, c'est repérer l'expérience répéter l'expérience jubilatoire et silencieuse de l'enfance. C'est, dans le lieu, être autre et passer à l'autre. Donc ça aussi, c'est important. Je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, mais disons que c'est lié au caractère fondateur du poème. Chez Marcel Labine, il s'agit du quartier d'enfance. Hochelaga est le quartier d'enfance. Chez Landry, ce n'est pas lié à l'enfance à proprement parler, puisque le poète est né sur la Côte-Nord et a grandi sur la Côte-Nord également, mais il y a une dimension ludique, une dimension jubilatoire justement dans les poèmes qui, je pense, peut être mise en lien avec ça. Et s'il n'y a pas non plus de réflexion qui concerne directement l'auteur dans Homa Sweet Home en ce qui concerne l'enfance, les enfants sont omniprésents. Il y a donc là, en filigrane, une réflexion, ou en tout cas une réflexion sur l'enfance qui traverse les textes sans être pour autant thématisé. Un lieu est une configuration instantanée de position. Il implique une indication de stabilité. L'espace est un croisement de mobiles. Il est en quelque sorte animé par l'ensemble des mouvements qui s'y déploient. L'espace serait au lieu ce que devient le mot quand il est parlé, c'est-à-dire quand il est saisi dans l'ambiguïté d'une effectuation, mué en un terme relevant de multiples conventions, posé comme l'acte d'un présent ou d'un temps, et modifié par les transformations dues à des voisinages successifs. En somme, l'espace est un lieu pratiqué. Donc, d'un quartier qui est un espace donné, le marcheur va faire un lieu en effectuant l'espace et en se réalisant comme sujet à l'intérieur de cet espace-là. Un lieu qui a donc une signification particulière en ce qu'il permet au sujet de se positionner, soit en périphérie, soit au centre. On va voir comment ça s'actualise dans chacun des cas, mais c'est un espace à l'intérieur duquel le sujet peut se dire « je suis ici, maintenant » et à partir de là, déployer l'espace et déployer le temps. Les récits
effectue donc un travail qui, incessamment, transforme des lieux en espaces et des espaces en lieux. Les cartes, constituées en lieux propres où exposer les produits du savoir, forment des tableaux de résultats lisibles. Les récits d'espace, quant à eux, exhibent au contraire les opérations qui permettent, dans un lieu contraignant et non propre, de le triturer, de le transformer, de le mettre à sa main, à son pas. Là où la carte découpe, le récit traverse. Et là, c'est aussi une caractéristique du travail littéraire que de traverser. Bien qu'évidemment, les deux soient en interaction. Il y a des descriptions qui s'apparentent davantage à la carte et d'autres qui s'apparentent davantage au parcours, et d'un auteur à l'autre aussi, ça varie. Le récit a un rôle décisif, donc. Certes, il décrit. Toute description est plus qu'une fixation, nous dit Michel de Certeau, c'est un acte culturellement créateur. Elle a même pouvoir distributif et force performative, elle fait ce qu'elle dit, quand un ensemble de circonstances se trouve réuni. Alors, elle est fondatrice d'espace. Donc, la description est fondatrice d'espace, c'est important de le retenir. À partir de ces propositions de Michel de Certeau, donc, on peut, en observant les déplacements dans le quartier, qui devient un lieu par sa fréquentation, les motricités piétonnières, se poser les questions suivantes. Comment le poème spatialise-t-il et se spatialise-t-il? Comment se fait-il créateur d'espace et créateur de lieux? Comment, par ses stratégies formelles, à partir des voix qu'il recueille, des débris qu'il accueille, forme-t-il cet ensemble symbolique et en fait-il un lieu habitable? Comment, en d'autres mots, le poème fait-il du quartier un monde? Comment, enfin, la poésie fait-elle ressortir cette étrangeté du quotidien? Se met-elle à l'écoute de cette inquiétante familiarité de la ville, comme le dit Michel de Certeau, et en fait-elle, en quelque sorte, le foyer de l'être? Donc, évidemment, ici, il y a un lien entre le monde, l'habiter, le monde et l'être. Ce rapport de consécution, on pourrait dire ontologique, est fondamental, je pense, chez les trois poètes, dans leur approche de la poésie, quand on considère leur démarche en général, mais spécifiquement dans ces œuvres-là. Donc, je vais vous présenter les trois œuvres en donnant ici et là des exemples. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous sentez-vous très à l'aise de m'arrêter, ou si vous souhaitez intervenir, je ne vois absolument pas d'inconvénient. Alors, on va commencer, on va y aller dans l'ordre chronologique. C'est ce qui m'est paru le plus simple. Donc, Le Pas gagné de Marcel Labine, qui est un livre divisé en 7 chapitres. Vous avez dans le recueil de textes le chapitre central, qui est celui, vous l'avez intégralement, qui est celui qui porte sur Hochelaga Maisonneuve. Donc, le livre est divisé en 7 chapitres. Et chaque chapitre s'attache à un lieu urbain. On passe d'un parc à des scènes intérieures dans des restos de quartier. Chaque chapitre s'attache à un lieu urbain, donc ça peut être un chantier, un parc, des restaurants de quartier. Le livre, comme les deux autres livres, est caractérisé par un sens très fin de l'observation, doublé d'une grande maîtrise poétique. Ce sont 3 écrivains d'expérience. Ça paraît. Gabriel Landry n'a pas publié beaucoup de poésie, mais c'est un écrivain de longue date et un grand connaisseur, un fin connaisseur de la poésie, et d'une lucidité toujours en alerte. C'est une parenté aussi des 3 livres, une lucidité qui s'applique non seulement à la subjectivité de l'écrivain, mais aussi à la démarche poétique elle-même. C'est dire que le poète est très conscient de l'entreprise qu'il mène et lui attribue une importance indéniable, tant au regard de ce qu'elle fait sur le plan thématique, soit rendre compte d'une expérience singulière de l'urbanité et la partager, que sur le plan formel, soit mettre la poésie à l'épreuve du réel,
Un réel du quotidien, un réel banal, trivial, voire médiocre. Ça suppose que là, peut-être, dans cet univers du peu, se tient le salut de la poésie, sinon celui du poète. Dans les 3 livres, le paysage urbain se déploie depuis la banalité même, et s'il ouvre à un autre paysage, ça arrive souvent par le biais de la rêverie, de la déambulation, à un paysage étranger, c'est depuis cette banalité même qui fait écran, en quelque sorte, et faisant écran, paradoxalement, crée un effet de profondeur. Le poème non seulement côtoie la banalité, mais il sourd donc de la banalité. On pourrait qualifier cette poésie de marcheur. Ça, c'est plutôt vrai pour Labine et c'est vrai aussi pour Patrick Lafontaine, mais c'est moins prégnant dans la démarche de son livre que dans les 2 précédents. Mais la marche n'a de sens, évidemment, que pour celui qui parfois s'arrête, on l'a bien vu avec André Carpentier, ne serait-ce que pour éprouver le brassage du réel auquel elle a donné lieu. Il faut en effet s'arrêter ou à tout le moins ralentir le pas et sans doute aussi revenir sur les mêmes lieux pour éprouver le pouvoir de transformation de la lumière. Hein. Si on pense par exemple au travail d'un peintre... voyons, le peintre d'Aix, de la montagne de Sainte-Victoire. Cézanne. Merci. Si on pense au travail de Cézanne, qui a peint et repeint la même montagne à différentes heures du jour, ça peut sembler fastidieux comme projet, mais c'est le travail du poète qui retourne sur les mêmes lieux est exactement du même ordre. Il s'agit de percevoir les infimes variations de la lumière. J'essaie sans mesure, gère, bon là je cite Labine, gère sans mesure d'un banc à l'autre et ne trouve l'oubli qu'en marche. À la page 43, lit-on. Ma marche au parc est une esquive du monde. Le parc apparaît comme un repère au cœur de la ville, une retraite, un espace en creux. À la page 45. Allégé de tout fardeau, je me déplace sans partir et reste là dans mes poèmes. Donc, on voit ici une oscillation entre la marche et l'immobilité. Cette tension-là est tout à fait structurante pour le livre de Labine. Elle anime les poèmes eux-mêmes, mais aussi le travail à l'échelle du recueil. Le déplacement se fait en profondeur, par creusement. Ainsi, la ville serait un lieu vertical, la verticalité est importante dans ce livre-là, un lieu stratifié qui permet cette traversée des espaces et des temps, au sein duquel il importe de créer de l'horizon, auquel il faut donner du ciel, et cela serait le propre du marcheur, selon Labine, le propre du rêveur, et ça c'est vrai aussi, je pense, pour les 3 auteurs. On va revenir tout à l'heure au fantasme du suicide dans le livre de Patrick Lafontaine. Ce qu'on trouve aussi bien chez Landry et chez Lafontaine, mais qui est particulièrement marqué chez Labine, c'est la conviction que la langue est le creuset de l'être au monde, plus encore qu'il n'y a pas de monde sans langage. Dès le tout premier poème, le constat est posé. Ils ont dit, et je cite, « Démolissons les mots syllabe par syllabe pour qu'il ne reste rien du monde. » Donc, démolir les mots syllabe par syllabe, ça équivaut à liquider le monde. C'est donc dire que dans les syllabes, évidemment, se tient le monde. Cette affirmation sera reprise quelques pages plus loin. Ils ont dit « Démolissons les mots syllabe par syllabe pour qu'il ne reste rien du monde. Les ruines du langage parlent à voix basse. Ramper au milieu d'elles est le luxe d'une époque livrée aux choses verticales. » Donc, vous voyez ici les 2 axes, évidemment, qui s'inscrivent dans la démarche. Il s'agit de résister à la verticalité. La verticalité, évidemment, ce sont les buildings de la ville à travers laquelle on déambule. Ce sont aussi bien les livres, ce sont les institutions, mais ce sont aussi les marcheurs eux-mêmes qui sont au sein de la ville. Donc, il s'agit
à la fois de reconnaître cette dynamique d'inscription de la subjectivité dans les lieux urbains et en même temps de résister à la réification. Donc, de manière à ouvrir cette verticalité à sa propre horizontalité, hein, laisser se déployer son ombre sur les chemins, créer des chemins de traverse et donc ouvrir l'espace de cette façon. Dans cette première partie du livre qui s'intitule Gravat, on se trouve devant un chantier de démolition, devant des masses de débris, bref, un paysage en ruine. Ces ruines, ce sont aussi celles de l'identité du sujet que met à mal l'amas de décombres qui semble venir de la bouche d'un fou, comme on le lit dans le poème de la page 15. Le poète observe le chantier depuis sa fenêtre. Le ciel se pose sur la maison comme une pellicule qui, la maison, donc, se pose sur le corps du poète, hein, sur sa présence, lui permettant ainsi, tout en se projetant vers l'extérieur, il regarde le chantier depuis sa fenêtre, en un mouvement de dissémination, un mouvement incessamment syncopé, de ne pas complètement se perdre. Donc, on se jette vers l'extérieur, on se laisse disséminer, on se mêle aux débris du chantier et néanmoins, en vertu de cette structure intriquée, on réussit à ne pas complètement se perdre. Or, cette demeure trouée, cette demeure à la fois protectrice et ouverte, c'est avant tout, pour Marcel Labine, le langage. C'est dire que le cœur du monde est au cœur des mots, mais tout ça se présente comme un amas de gravats dont tout est à reconstruire. Le poème, donc, est voué au recyclage. Dans ce livre, c'est le langage qui tient lieu, donc, de comparaison au réel, et non le contraire. De la banalité, on n'en peut rien extraire, écrit-il, c'est un mutisme radical, aucune image, aucune humanité, car il n'y a rien à voir, si ce n'est ce dénuement, brut, qui tient encore debout, dépiauté, tel l'apocope ultime disparu des mots. Donc, vous voyez ici que cette figure, quand même, un peu particulière, qui est l'apocope, ne serait-ce que par sa sonorité, et l'étalon de mesure. Et c'est un étalon de mesure, en fait, qui coupe, qui vient couper, et qui pourtant offre une résistance. Hein. Ce qu'il reste d'un mot dont on a retranché des syllabes, c'est ce qu'on considère comme étant l'essentiel, c'est ce qui demeure. Paradoxalement, au langage poétique, en dépit de son pouvoir fondateur, le monde donc résiste. Longtemps, écrit-il encore, on a cru possible l'élision du monde, sa lente disparition mue par simulacres répétés, donc des représentations, des figures, etc. Le monde résiste, donc s'oppose dans son mystère et ses aspérités à la représentation, y compris la représentation poétique. Donc, d'où l'aspect critique de la démarche qui est fondamental. Or, la ville, par son foisonnement que le poème recueille sans l'organiser, en procédant par accumulation, par énumération et apposition plutôt que par une description organisée, semble un lieu de résistance tout désigné. Parce qu'il met en cause le côté éventuellement réifié, cliché du rapport lyrique au monde, et l'oblige à le redéfinir, donc à le remédiatiser. La suite que vous avez lue est donc le chapitre 4. Ce chapitre-là est placé au centre du livre et il en constitue la pièce maîtresse. Le titre de la suite, qui est plus long que les autres, et la suite placée, et le fait que la suite soit placée au centre du livre fait faille. Ça opère comme une trouée dans le chemin du marcheur, dans la mémoire du poète, et ce n'est pas par hasard que ça s'intéresse à son quartier d'enfance. Donc, ça ouvre la voie vers l'enfance, vers la mémoire de l'enfance, qui est une mémoire qui est empreinte de nostalgie, il faut bien le dire, mais qui, néanmoins, s'actualise dans le présent. Mais elle marque aussi le positionnement du marcheur, qui est en tout temps au centre du monde, qui se déploie autour de lui.
Donc, autant la vie de l'adulte peut-être se déploie-t-elle à partir de la mémoire de l'enfance, autant le reste du livre s'organise autour de ce retour dans les lieux d'enfance. Il est là, son corps sensible au centre du centre, donc au centre du livre comme au centre du quartier, une fragilité parmi la solidité, une chose verticale parmi d'autres. L'oubli général de ce quartier, dit-il, un creux dans la ville. Peut-on lire à la page 95. Je rappelle à cet effet l'épigraphe de Jim Harrison qui n'est pas reproduite dans les photocopies que vous avez et qui se lit comme suit: « La poésie doit mourir pour que revivent les poèmes. » C'est absolument essentiel à la démarche de Labine, mais aussi des trois poètes dont il est question. Ça pourrait très bien figurer en tête des trois livres. Donc, la poésie doit mourir. Ses représentations, son aspect institutionnalisé doit être démoli, hein, comme on le voit avec le chantier de la première partie, et à partir de ces débris, reconstruire quelque chose qui serait un poème vivant, un poème à même de rendre compte de cette expérience problématique, à la fois amoureuse et problématique, avec un lieu. Donc, voyons les poèmes qui sont reproduits dans la... Je ne vous les lirai pas tous, peut-être attirer votre attention sur le fait que les deux premiers poèmes sont des très bons exemples d'énumération, qui est une figure absolument essentielle. On a parlé de l'importance de la position, de l'accumulation. Les deux premiers poèmes, donc 83-84, en sont des exemples. Il y a aussi une liste de faits, d'observations, d'événements. Ce n'est pas pour rien que les vers sont séparés comme ça. On insiste justement sur une organisation un peu chaotique et un effet d'empilement. Hein, visuellement, c'est très marquant. À la page 85, on va retrouver exactement la même stratégie chez Gabriel Landry, qui travaille à partir de dispositifs semblables. Je vais retenir plutôt les poèmes des pages 93, 97 et suivantes. Donc, 93, si on s'y arrête brièvement. La grammaire des lieux ne connaît pas de règles. Les dictionnaires sont introuvables. Les journaux des vedettes résument et contiennent le monde. Le temps n'existe que dans le fait divers, vol au dépanneur, inceste porte d'à côté, bébé secoué à mort au milieu de la nuit, avec des détails pour faire plus vrai. Le cadavre photographié à la une gît près d'un livre avec sa légende dessous. Le receleur, entre deux crimes, lisait les poètes de la Renaissance. Le temps se disloque en permanence, l'imaginaire se vide de son sang, puis les phrases succèdent au réel, où toutes circonstances mènent au poème. Donc, vous voyez l'insistance dans la dernière strophe de la langue et de la destination ultime de la démarche de l'écrivain, qui est évidemment le poème. Toute circonstance mène au poème, mais c'est dire que tout poème est un poème de circonstance par ailleurs. Donc, cette interrelation entre le réel et le lieu qui est fondamental, même si, nous dit-il, la grammaire des lieux ne connaît pas de règles, les dictionnaires sont introuvables. Il s'agit donc de trouver cette manière de faire transiger la langue avec le réel, de telle sorte qu'on rende compte de cette expérience. Donc, il semble ici que le réel arrive avant la langue et non le contraire, comme s'il y avait quelque chose dans ce quartier qui en densifie la présence, la tangibilité, et cependant le réel alimente le poème. C'est important parce que je vous ai dit que chez Labine, la langue précède et est prééminente sur le réel. C'est vrai à l'échelle du livre, mais il y a quelque chose dans cette partie-là précisément où ça résiste. Dans cette partie-là, le réel résiste à la poésie et ça va créer un effet de basculement. Ça va créer ultimement un effet de réconciliation entre le réel et le poème dans la toute dernière partie. Mais dans cette partie-là, donc, c'est important de le noter. Le poème de la page 97,
C'est intéressant parce que c'est le portrait d'une disparition. Je vous ai parlé de dissémination tout à l'heure. C'est important dans les 3 démarches. Le poète, un peu à l'exemple du flâneur baudelairien, se perd dans la foule, se perd dans la ville. C'est probablement un des buts ultimes du flâneur et ça se manifeste dans le cas des 3 auteurs. Donc, on y lit dans ce poème le portrait d'une disparition. Le soleil décline dans la rue Darling, où des façades rousses lui cèdent le passage. Une odeur de tabac blond flotte depuis l'usine par-dessus des toits rafraîchis. Il est peut-être 4 heures de l'après-midi, pour certains, mais rien pour d'autres. Chacun se déplace à la vitesse de la planète, malgré l'attente au tourniquet du métro. Notez ici la déclinaison de la lumière, le ralentissement du mouvement. On va vers presque l'immobilité. Et l'atténuation, hein, l'évanouissement, il est 4 heures pour certains, rien pour d'autres. La disparition du temps même. Des garçons se frappent à coups de sac à dos et trébuchent sur des chaussures en solde. Une vieille dame marchande de la valeur de 3 serviettes de plage jaunes et vertes. Quelqu'un dissimule dans sa manche gauche des verres fumés pour l'été. Des doigts anonymes tournent les pages d'un carnet échappé sur l'asphalte grisâtre. Et ça, c'est bien entendu le poète, puisque son carnet, il est présent à plusieurs reprises dans le livre. Le silence de la rue reste sans faille et les poèmes s'écrivent d'eux-mêmes. Donc, si les poèmes s'écrivent d'eux-mêmes, c'est donc que le poète a disparu et que le poème a réussi son pari, a relevé son pari. À la page 98, on observe dans ce poème-là comment la langue transige donc avec le réel, comme je l'ai dit, pour faire monde et le réel immédiat. Donc, elle fait le réel immédiat qui serait le réel absolu et qui renvoie à ce qui est mémorable. Les mots sont des gardiens des heures passées à des jeux solitaires dans la broussaille et les talus de gravier ou des convois du CN mènent syllabe par syllabe aux gares de triage. Il y a des âges sans poésie ni rien, des ans où les paroles sont couvertes de la suie, échappées des trains et du non-lieu de la mémoire, cette vapeur d'eau blanche au-dessus des têtes. Des rires venus avant la musique des vers se sont perdus parmi les inventions d'épée, le bois des fugues imaginé la nuit et les actions brutales lancées partout à la fois. Des odeurs de mélasse s'élèvent des rues, en cette fin de mai, semblable à toutes celles qui l'ont précédée dans la bouche de ceux pour qui le souvenir est le réel immédiat. Donc, vous voyez ici comment la mémoire, au fond, est activée et se module suivant les éléments qui se placent dans le paysage urbain. Je vais faire un saut au poème 101 parce que le temps file. Ici, donc, on dirait dans ce poème-là, Hochelaga, c'est l'épreuve du poème. Je vous ai dit tout à l'heure que ça résiste dans cette partie-là. Le quartier donnant comme la mesure de sa reconstruction depuis la ruine, la misère, la médiocrité, etc. Donc, c'est une reconstruction patiente, une reconstruction humble, celle d'un horrible travailleur, suivant l'image fameuse prise chez Rimbaud, syllabe par syllabe, dans l'anonymat. Donc, je vous lis le poème de la page 101. Un quartier d'enfance dans la bouche, on ne recommence pas le monde, non plus que les mots, la langue. La langue dans la bouche tourne sur elle-même comme la terre, tout entière dans le silence. Le monde est une ellipse recommencée jusqu'à l'extinction des feux, l'absence prochaine de tout mouvement. Il n'y a pas de limite à l'espace d'un quartier, non plus qu'au temps présent où le poème rejoue exactement le monde. Donc peut-être que le monde, un quartier d'enfance ne recommence pas le monde, mais la langue, elle, a la possibilité de le rejouer. Donc le salut de la mémoire et la continuation du temps sont assurés par la poésie elle-même. Mais dans la mesure, évidemment, où l'écrivain se contraint à cet effort d'humilité et endosse le statut de l'horrible travailleur, accepte de démanteler la langue, de déboulonner
ce que la poésie a de sacralisé, d'idéalisé et de la rejouer au fond, comme s'il s'agissait du tout premier poème. Ça va donner lieu donc à 2 mouvements actualisés par les parties qui suivent celle-ci. Donc, dans la 5e suite, Frivolité, le réel apparaît dans toute sa densité, son opacité, son imposante indifférence, indifférence que le citadin combat en s'adonnant lui-même au matérialisme. Hein. Il s'intéresse à la façon, au fond, dont on survole le réel, dont on fuit, au fond, ses implications, dont on surfe un peu sur la surface des choses en endossant l'idéologie matérialiste, et on le fait, ma foi, de bon cœur et même de bonne foi. Il s'inclut évidemment dans la démarche, hein, il parle au nous. Dans la 6e partie des involtures, le regard se pose sur les choses sans appuyer, ou plutôt il laisse les choses défiler devant lui avec lenteur, une presque immobilité. C'est l'occasion d'un retour dans le parc du Mont-Royal qui est évoqué plus tôt dans le recueil. Or, ce ralentissement est la reconnaissance à la fois du pouvoir de fondation du poème et du positionnement du poète parmi les choses verticales. La ville que j'habite, lit-on à la page 141, une invention verbale, de matières inertes, d'esprit et de main. La ville est donc une invention du langage, et sous les brindilles de la montagne, il y a, nous dit-il, des noms. Tout est langage qui permet d'habiter, qui permet d'être. Je ne fabrique pas des choses verticales, dit-il, mais plutôt des horizons, des laps de temps. Autrement dit, des parcours, des récits d'espace. Les heures, dit-il encore, ne pèsent plus. Les mots sont économes, dépassent la réalité et, comme la nature, m'englobe. Donc, vous voyez comment, ultimement, encore, le poète se retrouve à l'intérieur du langage et c'est de là qu'il contemple le mieux, apparemment, la réalité qui l'entoure. Cela nous amène à la toute dernière suite qui s'intitule « Nouvelle étreinte », qui pourrait se lire comme un art poétique. Ici, on est dans le pouvoir vivant de la langue, s'apparenter avec la nature aussi, et le parcours du marcheur. C'est un aveu de la prééminence du langage sur le réel, un aveu parfaitement ouvert, qui ne contient pas tout, certes, mais qui protège de la rigueur du réel et qui permet de le traverser, de s'y perdre pour mieux s'y retrouver. Le poème donc fait lieu, un lieu habitable, un monde rendu à son humanité. Il est intéressant que les poèmes de cette dernière partie soient écrits en prose. Ils marquent du coup une sorte de réconciliation entre la marche et l'écriture, le poème et le monde, la ville et la nature aussi. Le monde, lit-on, sensible, est notre premier univers, mais le poème console un temps de la déroute de nos vies communes dans l'espace sans fin. On se met donc à l'écoute de la langue comme on se met à l'écoute du réel et on transforme la rumeur en récit, la banalité en mythe. Voilà le seul pas gagné, semble-t-il, par le poète marcheur. Je termine par 2 citations qui résument à elles seules tout le livre. Voici la première. « Les poèmes étreignent le vivant, le proche et le lointain, cette matière qui bouge dans l'éternité des jours, quartier d'enfance délabré, parc de verdure gigogne, montagne d'ouest, saison et planète, tout ce qui entre au dictionnaire ou fait une liste. » Deuxième citation. « Le poème entre dans le poème, une syllabe à la fois, et puis se perd sous vos yeux dans les entrelacs d'une ballade ou d'un sonnet. » Donc, on voit qu'ultimement, au fond, le poème remet le poète au monde. Hein, il redonne la présence au monde, mais cette interaction, elle doit être maintenue dans un équilibre constant, ce qu'actualisent de façon particulièrement éloquente les poèmes de la dernière partie. Je poursuis avec le recueil de Gabriel Landry, « L'œil au calendrier »,
qui présente plusieurs parentés, je l'ai déjà dit, je le répète, avec le livre de Marcel Labine. Peut-être l'avait-il lu au moment, d'ailleurs, ils ont, je crois, été collègues. Je pense que Marcel Labine enseignait à Maisonneuve. Est-ce qu'il enseigne au Cégep de Maisonneuve? Oui. Gabriel Landry aussi, tous les trois. OK. OK. Ah, mais il est encore là, Marcel? Non, il a pris sa retraite. OK, c'est ça. Ouais. Mais bon, on peut s'imaginer, bien sûr, que Gabriel... Ils partageaient tous le même local. Le même local, oui, c'est ça. Ils s'échangeaient leurs poèmes. Alors, donc, c'est un livre qui est, pour sa part, complètement consacré donc au quartier Hochelaga. Donc, qui n'est pas, comme je vous l'ai dit, le quartier d'enfance du poète, mais celui qu'il habite et celui où il travaille. Donc, tout dans ce livre, d'ailleurs, tourne autour du lieu d'habitation et de ses attributs, situation géographique, adresse, numéro de téléphone, porte, serrure, fenêtre, mobilier, etc. Donc, on part de quelque chose qui est parfaitement, pas parfaitement, mais en principe aléatoire, comme un numéro de téléphone, un numéro, une adresse civique, pour faire du nécessaire, au fond. On se met à l'épreuve de l'aléatoire pour voir si notre relation au lieu tient la route. C'est le projet de Gabriel Landry. Donc, le premier poème nous fait assister à la première rencontre avec le quartier. Je cite, « Au premier angle qui t'a plu, celui d'Adam et de Chambly, angle adamique, dis-tu, ton pas désormais marque presque un arrêt. » Donc, le dernier vers ici, donc ton pas désormais marque presque un arrêt. Le dernier vers ici laisse supposer que cette rencontre est chaque fois réactualisée, chaque fois rejouée, et qu'elle donne lieu à quelque chose de l'ordre d'une renaissance. Hein. L'angle adamique, évidemment, hein, c'est vraiment ça a quelque chose d'originel. Donc, on peut extrapoler et aller jusqu'à l'idée d'une possible renaissance. Ce n'est sans doute pas par hasard que le matin prend une telle importance dans les poèmes de Landry, de même que le crépuscule du soir. Ces moments seuils, qui sont aussi les moments de déplacement de la maison vers le lieu de travail et inversement, donc ces moments seuils où tout s'achève et où tout peut éventuellement recommencer, sont donc fondamentaux. Les saisons, quant à elles, ont toujours l'air d'être aussi à un tournant, d'en appeler une autre. Hein. C'est le point où l'on tourne l'épaule à l'hiver. On lit ça, mais on le lit aussi à propos d'une autre saison, et c'est constant. Les saisons ont l'air de s'enchaîner à une vitesse assez accélérée, parce que dans une saison, on lit toujours la prochaine, on lit toujours celle qui s'en vient. Description, énumération, parcours, importance de la marche, de la rêverie, ouverture des paysages urbains sur d'autres paysages. Voilà donc autant d'éléments qui rapprochent le projet de Landry de celui de Labine. Mais si les descriptions sont le motif qui domine chez Labine, ici, donc on pourrait parler du motif de la carte, ici c'est nettement le parcours qui est prédominant, qui tient le haut du pavé. On assiste à de multiples marches et traversées du quartier dans toutes les circonstances, à toute heure du jour. Le poète se déplace en prenant le soin de nommer les rues, les intersections, les commerces, comme pour baliser son parcours. On marche avec lui, au fond. La marche prend la mesure de l'espace et aussi du temps, bien sûr, car le marcheur garde l'œil au calendrier, comme le dit le titre. Un commerce, par exemple, sera ou non situé sur le trajet de la marche quotidienne. C'est comme ça qu'il trouve son sens. Mais la marche, comme le montre bien de Certeau, entretient, bien sûr, une étroite relation avec le langage. Ainsi, le nom des mois, par exemple le mois d'avril à la page 22, est décomposé en syllabes, en voyelles. Il semble qu'ici, comme chez Labine, la langue, ses unités rythmiques, soit le réel étalon de mesure du temps et peut-être aussi de l'espace. Baliser l'espace, le quartier, c'est le nommer, le décrire, en dire les moindres variations, en usant notamment de la répétition, figure omniprésente dans le recueil. On pourrait dire que chez Landry, la répétition est au quartier ce que l'immobilité est au monde chez Labine. On revient sur les lieux et non pas à soi. On revient constamment sur les lieux. Ce sont les lieux qui permettent au sujet de se positionner,
de se centrer, de trouver son centre. Hein, sans ces lieux familiers, le poète perd en quelque sorte ses repères et le temps lui échappe. Car c'est dans les lieux familiers donc que le temps est saisissable, eux qui gardent l'œil du marcheur ouvert. Te voilà loin de ton chemin d'asphalte, de ta ruelle en pente, loin du parc, tous les lieux où, pourtant, tu le sais, tu le répètes, ta saison se laisse observer. Ta saison poreuse qui bouge, se retourne, à toute heure se pose, à toute heure s'envole, lit-on à la page 190. Il se dit ça alors qu'il est à l'entrée du parc de la Visitation. Il n'est plus dans son quartier. L'œil au calendrier est donc une œuvre foisonnante. C'est un recueil bric-à-brac, une entreprise de collection, de recyclage, une œuvre à la fois d'érudits, d'esthètes, de fin observateur, d'amoureux, de flâneur sans vergogne et aussi d'obsessif des chiffres. Au fil des déplacements, les choses s'additionnent au sens propre, s'accumulent et se mettent en place. Donc, je vais vous lire, là, je regarde mon âge, je pense que j'ai le temps. Allons-y pour le poème de la page 33, parce que je ne vous lirai pas tous les poèmes extraits. Je ne suis pas dans le bon recueil. Je pense que tu es là. Voilà. Le jour, sa confiscation par le soir, la rillette oubliée dans la ruelle en pente, par où tu rentres chez toi. Le faisceau du clair de lune sur les vélos accolés, les boîtes de paperasse, les bouteilles vides, bouteilles qu'emplissent par le carreau de la remise les rayons laiteux de minuit. Ces rues Préfontaine, ce pourrait être ailleurs, cette convergence de motifs, ce bouquet de rien qui t'est tout. Donc là, le trajet de retour chez soi en fin de journée, c'est un rituel quotidien, chaque jour répété. L'accumulation, ici, les vélos accolés, les boîtes de paperasse, les bouteilles vides, etc. Donc, l'accumulation opère une stratification et une indétermination. Ce bouquet de rien, qui t'est tout, ce pourrait être ailleurs. Donc, ça crée du vide et en même temps une ouverture. Les poèmes procèdent par déplacement en reprenant les mêmes éléments comme un casse-tête dont on pourrait à loisir déplacer les pièces et ainsi le défaire et le refaire indéfiniment. Le regard apparaît ainsi comme une chose à la fois aléatoire et créatrice d'espace et de lieu. Et c'est un travail extrêmement subtil que ce travail de répétition et de déplacement. Parfois, on a l'impression de lire le même poème, mais pourtant, ce n'est pas le même poème. Il y a un léger déplacement et c'est ce qui fait, au fond, progresser le marcheur, progresser la lecture, tout en nous donnant l'impression de rester à l'intérieur de ces frontières, puisque dans ce livre-là, et je pense que ça correspond aux frontières de Benoît, les frontières sont très clairement marquées. Hein? Alors, les chiffres, j'en ai parlé, ils sont partout présents et très structurants. Ils structurent l'ensemble du recueil, qui est semé d'additions, de multiplications, d'équations diverses. On peut s'amuser follement en lisant ce livre-là. Il y a deux nombres que je n'ai pas réussi à élucider. Ce sont les 14 voyelles et les 18 consonnes. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles et je ne sais pas d'où ça vient. Il en parle 2 fois. J'ai essayé de calculer les lettres, j'ai regardé les noms de saison, j'ai calculé son numéro de téléphone. Enfin, je ne sais pas d'où ça vient. Sinon, pour le reste, je me suis assez bien débrouillée. Mais là, ça, c'est une énigme. Enfin, un jour, si je le croise sur la rue, je lui demanderai. Sans cesse, donc, on compte. Le poète, dit-il, a partout compté. 14 lignes, ni plus ni moins, pour chacun des morceaux. Il s'agit là moins d'une forme que d'un format, celui-là même du calculisme dont tu t'accuses. Donc, il sait ce qu'il fait quand même. En plus de répondre aux titres dans leur structure versifiée, parce que si vous remarquez, par exemple, dans les poèmes que vous avez, chacun... la forme des poèmes, donc la longueur des strophes, l'organisation des strophes reprend exactement le numéro, c'est-à-dire 5, 0, 8, 3. Si vous regardez, la première strophe, 5 vers, deuxième strophe, 0 vers,
troisième strophe, huit vers. Bon. Il y a aussi le 12e poème de cette suite-là, qui est écrit en alexandrin. Bon, vous avez comme ça, partout dans le recueil, des jeux fort intelligents et très amusants avec les nombres, qui ne sont évidemment pas innocents, bien sûr. C'est structurant, ce n'est pas pour rien, mais donc c'est vraiment omniprésent. Donc, en plus de répondre aux titres dans leur structure versifiée, donc le nombre de vers et l'organisation en strophes, plusieurs poèmes observent les règles de la métrique. Donc, vous avez là des alexandrins, mais ce n'est pas le seul cas. La métrique, le quadrisyllabe heureux contre l'éclat du jour, dit-il avec cette belle formule, c'est aussi le rythme de la marche, bien sûr, le pas du marcheur qui arpente la ville, le pas compté ici et peut-être du même coup gagné, et qui lui donne donc la mesure à l'espace, sa propre mesure. Les enjambements des vers font figure d'avancée, tandis que les mots, comme les choses, s'accumulent, se heurtent, se brisent. Parfois, les nombres sont de mauvais augure. C'est le cas du poème de la page 71. Alors, 10 minutes avant la fin de ton cours... Excusez-moi. C'est rare que j'ai une conférence. Pour le montage. Ton téléphone dans le fond de ton sac. Allô, oui, maman. Non. Je suis vraiment désolée. Il va falloir que je me mette un gros écriteau sur mon ordinateur ou sur la porte de mon bureau. Éteins ton cellulaire parce qu'il ne sonne jamais. Alors, j'oublie de l'éteindre. Il va falloir que tu coupes au montage. Alors, je reprends en parlant des nombres et les 3 heures. Alors, 10 minutes avant la fin de ton cours, ton téléphone a sonné. 10 minutes avant la fin de ton cours, tu as cassé sur le tableau les 2 bâtons de craie qui te restaient. Après quoi, tu as renversé ton café sur le sous-main de ton bureau. Pour finir, tu avais ce courriel. Vous dépassez une ou plusieurs des tailles limites définies par l'administrateur. Vous recevrez un avertissement lorsque votre boîte aux lettres atteindra 30 600 kilooctets. Descendant de ta rue, en pente jusqu'au 1440, qui est son adresse, tu as pris garde de trébucher. À peine as-tu osé, comme à ton habitude, en marchant, regarder le ciel. 2 sillons blancs en déchiraient l'ardoise bleue. Donc, je disais qu'il arrive que les nombres revêtent un caractère néfaste. Donc, il s'agit peut-être alors, comme c'est le fait à l'échelle du recueil, pour le marcheur de se les propicier. L'une des façons de les conjurer, ces nombres néfastes, ou de les apprivoiser, serait de transformer les objets en nombres en les comptant, tout simplement, en les accumulant, de manière à ramener les nombres à du familier, à du concret, et ainsi habiter le temps qui échappe à la concrétude, habiter le temps qu'ils servent à mesurer, d'en faire un lieu propice, habitable, et inversement, éviter que les nombres se réifient, deviennent des choses et menacent. Donc, l'espace qui serait lié au concret des choses et le temps qui serait associé à l'abstraction des nombres entrerait ainsi en relation étroite, devenant simultanément appréhendable et saisissable. Il s'agirait en somme d'ouvrir la voie au nombre afin qu'il circule librement et, tels les jours sur le calendrier, s'enfilent de manière à former un cycle sans cesse recommençable. Le poème de la page 37 figure une véritable addition, mais il n'est pas le seul, je ne vous le lirai pas. Les poèmes procèdent souvent par accumulation. Les choses, les jours, les rues, les événements s'accumulent, parfois sans souci d'assemblage, simplement apposés les uns aux autres, comme on l'a vu aussi chez Labine. Ces assemblages forment une faune, un bestiaire, une ménagerie. Ce sont les acolytes et les attributs du marcheur.
Le poème les sème le long du parcours où il lance son cri de ralliement et ainsi fait trace, la trace des pas du marcheur. Les nombres y font chose, ils tiennent lieu de choses, se mêlent aux éléments du paysage qui, eux, à leur tour font nombre en se superposant les uns aux autres. C'est ainsi qu'on crée de la verticalité. Et ainsi s'écrit la ville, tel un cercle de l'augure au sein duquel le poète peut à loisir circuler, bien circonscrit donc, presque à l'aveugle, ou encore tel un graphique traversé par une courbe montrant d'infimes variations. Outre les lieux, plusieurs figures reviennent à de nombreuses reprises avec des variations à peine perceptibles, tenant autant de l'agencement des mots dans le texte que de la référentialité, de la lumière, de l'heure du jour, comme je l'ai dit. Le château d'eau, la fillette qui joue à la marelle, le viaduc, la rue Notre-Dame, la rue Ontario, etc. Il y a plusieurs figures comme ça qui reviennent, certaines actions du voisin, etc. Dans cette géométrie en constante reconfiguration, le promeneur prend place au milieu des objets et des passants. La répétition fait-elle événement? Crée-t-elle de la verticalité comme le concevait Kierkegaard en faisant coïncider l'instant avec l'éternité? S'il serait peut-être hasardeux de parler d'éternité dans le cas de ce livre, on peut certainement le concevoir en termes épiphaniques, en rapprochant le sens du mot épiphanie de la rencontre adamique dont parle le tout premier poème du livre que j'ai cité tout à l'heure. Elle revêt, en tout cas, la répétition, un caractère contradictoire. Au lieu de banaliser, comme on pourrait s'y attendre, en montrant les légères variations qui modulent le paysage familier, les lieux du quotidien, elle singularise. Chaque apparition du château d'eau en fait quelque chose de différent, en fait une véritable rencontre, et cette apparition en fait ressentir la monumentale présence. La répétition, en même temps qu'elle instaure un rythme, donne donc aux choses une force de résonance, une musicalité, bref, une portée poétique. Qu'est-ce en effet que la poésie, sinon une certaine inflexion du langage appuyée sur un rythme? C'est peut-être ainsi que procède le regard, les sens, de manière générale, du flâneur ou du marcheur. Il use de son aveuglement comme d'une interface à même de transfigurer les détails du quotidien en objets signifiants, voire en événements. Et c'est ainsi que, dans le mot quotidien, aussi bien que dans l'expérience qui le porte, l'espace et le temps se rencontrent. La répétition instaure aussi une dynamique d'emboîtement qu'on trouve également dans le livre de Patrick Lafontaine, qui est structurante, car ça permet éventuellement des retournements. Donc, on pourrait retourner le réel comme un gant, aussi bien qu'on pourrait retourner dans les lieux. Ainsi, les saisons se contiennent les unes les autres, comme je l'ai dit, s'annoncent et ouvrent les unes sur les autres. Ce faisant, la répétition superpose les souvenirs, elle stratifie la mémoire ou donne accès aux strates de la mémoire. Cette fillette qui saute d'un carré à l'autre est-elle la même qui revient d'un poème à l'autre? On ne sait pas, mais en tout cas, sa réapparition revêt un caractère rituel, fini, tant le jeu lui-même que sa répétition finit par revêtir un caractère rituel, et le récit auquel elle prend part en un caractère mythique. Donc, le rapport à l'enfance, la fondation du lieu. Les noces de la surprise et de la répétition, voilà une provisoire définition du poème, écrit Gabriel Landry, qui te satisfait presque. Donc, ici, au fond, la rencontre de l'aléatoire et du nécessaire. Comme chez Labine, tantôt la langue est mesurée au réel, tantôt le réel à la langue. On se déplace ainsi, allant de l'un à l'autre, comme au fil des rues. Le fil d'Ariane est d'ailleurs un motif qui revient à quelques reprises dans le livre et qui est structurant. Et ce fil d'Ariane, au fond, ce serait peut-être cette passerelle qui relie le réel à la langue. Et il en va pareillement du poème, dans lequel l'auteur voit une transition. Je vais les citer parce que c'est important, à la page 169. « Tout poème, dit-il, crois-tu, est poème de transition, lieu de passage contre l'impasse, pont jeté d'une rive ou ruelle à l'autre.
ou mieux, très idéalement, exit d'après un long couloir aux portes affichant des chiffres burinés. Donc, poème, lieu de transition, lieu de passage, mais c'est un passage étroit que figure, entre autres, le fil d'Ariane. Si Labine se réclame de Rimbaud, on peut certainement dire de Landry qu'il est baudelairien. Il en a l'étoffe du flâneur, hein. Le poète se perd volontiers dans la foule, ça s'observe à plusieurs reprises, bien entendu, mais aussi de l'esthète, capable d'ironie, d'humour, de trivialité et se jouant volontiers de la poésie. Et donc, n'étant pas dupe de sa propre prétention, Landry n'en demeure pas moins attaché à la poésie dans ce qu'elle présente de plus noble et de plus exigeant. C'est un auteur qui lit les poètes classiques, il y en a peu, mais c'en est un, et qui leur est très attaché. Ainsi, de son attachement donc à la métrique, ta maîtresse, la métrique, dit-il, à laquelle assurément tu sacrifies beaucoup. Et à la poésie classique, notamment l'épigraphe de Boileau qui revient à plusieurs reprises, puisque les chapitres, les suites poétiques reprennent les mêmes titres. La répétition opère à ce niveau-là aussi. Et s'il intègre le vulgaire, par exemple, comme dans un inventaire d'un chac à la page 55, ou la scène où il reçoit un serrurier dont il voudrait bien la boucler à la page 63, donc il intègre cette vulgarité à ses textes sans rechigner, c'est moins pour disqualifier la poésie que pour magnifier la pauvreté du quotidien. Cette entreprise de transfiguration a quelque chose à la fois d'attendri, d'amoureux et d'ironique. Le parfait octosyllabe, le redoublement marqué que les chiffres t'ont donné, 598, 5083, c'est assez emblématique de ce mélange d'attendrissement amoureux et d'ironie. Comme si c'était d'entre les deux, donc le magnifié et le trivial, que le réel venait. Hein? Le vrai réel, dans toute sa richesse et sa complexité, il se situerait quelque part entre le magnifié et le trivial, comme si le lieu même du poète flâneur était ce seuil, ce non-lieu, ce fil d'Ariane, l'espace même du retournement ou d'un éventuel retournement. C'est peut-être en définitive là que réside toute l'entreprise. Le si du poème de la page 165 est emblématique de ça, de même que les appositions, et là je ne vous le lirai pas non plus puisque le temps file. L'une des caractéristiques de cette poésie est sa richesse en synesthésie, je vous en ai parlé, en particulier en ce qui a trait à l'univers sonore. Il y a de véritables poèmes sonores dans ce livre. Il y en a plusieurs exemples. On entend les oiseaux chanter, on entend les bruits de la circulation. Enfin, c'est assez prégnant. C'est assez saisissant. Il est aussi intéressant de constater la richesse et l'abondance de détails dans la composition des paysages urbains. Donc, les oiseaux, le ciel, on ne s'attendrait pas à voir autant de ciel à Hochelaga, mais le ciel est omniprésent et il est présent sous toutes ses déclinaisons, sous toutes les lumières possibles et imaginables, un ciel étoilé, un ciel anthracite, un ciel nuageux, enfin, le ciel est vraiment omniprésent. Donc, ça en dit long aussi sur la sensibilité du marcheur, hein, qui ne se contente pas de regarder devant lui ou à ses pieds, bien qu'il soit attentif à la dénivellation des rues, aux angles des ruelles, etc., mais il a aussi le ciel, disons, dans le collimateur, pour ainsi dire. Donc, l'angle et la dénivellation des ruelles, des rues, les véhicules, tout ce qui circule, les passants, les détails architecturaux, etc. Donc, il est attentif au lever du jour aussi, je l'ai dit, à la façon dont les choses se mettent en place lentement pour faire monde. Il y a donc aussi de l'immobilité dans ses poèmes, voire de la paresse consentie. Quand j'ai parlé de déambulateurs sans vergogne, c'est à ça que je faisais référence, entre autres. Des moments où ce sont les éléments du paysage qui bougent et où le poète, comme chez Labine, se retrouve au centre. C'est notamment le cas lorsqu'il observe les choses de l'intérieur de son appartement, puisqu'il y a des poèmes où il est aussi chez lui, souvent en fin de journée. Justement, la lumière décline, se pose sur les objets pour les transfigurer. Rien n'est laissé dans l'ombre, donc, de ce que le poème peut faire, dont le poème peut faire son objet. Le recyclage est un maître mot dans cette démarche.
Le poème comme le cahier, ici, c'est important de noter que, comme la bine, il y a le cahier à poème qui est présent aussi, qui fait partie, qui est intégré dans les poèmes. Donc, il peut tout intégrer, ce cahier, y compris les commentaires critiques sur la poésie, les anciens vers qui ont été abandonnés comme Pompier ou Grinçant, ou les conversations. Des poèmes de récupération, donc, où l'écriture fait béance, ouvre ainsi à la fois le monde à la présence et l'esprit à la méditation. Il semble que ce soit ce que le temps fait de mieux, c'est faire de mieux. Le fil, à tout moment, peut se couper, mais la marche en assure le déroulement. C'est sur ce fil que le poète marcheur se tient, comme les oiseaux sur la corde, comme le poème sur la portée. Donc, à la page 126, 226. Alors, on va regarder rapidement les poèmes, peut-être pour que j'attire votre attention sur certaines caractéristiques de chacun de ces textes-là ou de quelques-uns des textes. Le premier, avec sa croix de Saint-André, ses feux, sa lisse argentée, il scintille stoïque au soleil vaillant, le mât du passage à niveau. À l'ouest, tout juste à peine du viaduc, ce n'est déjà plus ton quartier, tiens, le quadrillage urbain lui-même paraissant s'être modifié et t'ayant fait perdre l'est, te voilà, dirait-elle, désorienté. Mais toi, pour toi seul retrouvant des mots en aller loin, je partirais, mais le nord ne serait nulle part. Donc là, vous voyez, c'est un parcours. C'est un parcours qui ouvre sur une indétermination identitaire et une indétermination géographique. Hein? On perd les directions, mais on ne sait pas qui est cette elle qui apparaît à tout bout de champ dans les poèmes. Elle est présente, on ne sait pas qui c'est. On suppose que c'est l'amoureuse, mais le contexte n'est pas toujours donné. Et tout à coup, elle prend la parole. Donc, c'est intéressant parce que ça crée de l'indétermination identitaire qui est au cœur de la démarche de l'écrivain. Dans le poème suivant, vous avez un exemple d'énumération. Je ne vous le lirai pas. Dans le poème 3, vous avez un exemple de notation auditive dont je vous ai parlé. La radio parle, le développement durable en ce 21 mars, cependant que les blocs bleus en face, etc. Au poème 4 de la page 128, vous avez le retournement de saison que j'ai déjà cité. Vous avez au 5e poème encore un exemple de parcours. Au poème 7, c'est intéressant parce que c'est là l'exemple du cahier qui est une espèce de fourre-tout, mais qui est aussi emblématique du travail du poète recycleur ou récupérateur. Donc, c'est une accumulation de langage qui se présente comme un apparent fouillis, hein, comme le quartier apparaît lui aussi comme un apparent fouillis, un amas hétérogène, mais néanmoins, ça trouve sa place dans le cahier qui circonscrit le travail du poète comme les frontières du quartier, notamment le fleuve, circonscrivent les trajets. Même chose ici, au poème 9, qui est encore un exemple d'accumulation de langage, mais là, une extrapolation à partir des éléments du titre du poème, l'œil. Hein. On donne un ensemble d'expressions, de locutions. Vous avez le poème 12 qui est en alexandrin, comme je vous l'ai dit déjà. Donc, je vais m'arrêter ici sur le travail de Gabriel Landry en concluant dans ces termes. Il semble qu'en somme, tout ce temps, toute cette démarche le conduisent à la recherche de la poésie, que c'est au fond la poésie qu'il cherche, mais contrairement à Marcel Labine, en fait, de façon complémentaire à celle de Marcel Labine, parce que les deux démarches se rencontrent assez étroitement, mais ultimement, il semble que la portée critique du travail de Landry soit plus accusée que celle de Labine en ce qui concerne la poésie elle-même, et il semble que ce qu'il recherche, ce soit le réel. Donc, en bon baudelairien qu'il est, il la cherche, la poésie, dans le réel, en l'occurrence dans les lieux familiers,
car, dit-il, quant à l'alphabet du temps, il reste imprenable. Donc, on a encore là le cas d'un écrivain qui va être rejeté dans le réel par le travail du poème, auquel, par ailleurs, il demeure tout à fait attaché, mais je crois que l'expérience du quotidien à laquelle il est très attaché est prégnante ici par rapport à l'entreprise langagière. Maintenant, quelques mots sur Oma Sweet Home, parce que Patrick va pouvoir en parler et de façon beaucoup plus éclairée que moi, et ça va être plus intéressant que l'auteur en parle, mais quand même. Oh, une bonne analogie. Juste parce que, bon, dans notre optique de géocritique, il faut quand même avoir un corpus minimalement révélateur, et donc on ne va pas se priver et s'arrêter en aussi bon chemin. Alors, Oma Sweet Home, c'est un livre qui est moins volumineux que les deux autres, mais qui est d'une très grande densité, à la fois par le travail très fin sur les textes et la richesse polyphonique qui ressort du dialogue entre les textes et les photos. Je vais faire circuler le livre parce qu'il y a vraiment un travail très fin, très, très intéressant, très éclairant. Je suis sûre que Benoît a dû avoir beaucoup de plaisir à analyser. Il y a vraiment un travail d'analyse, de mise en regard, et je pense que c'est un travail qui a dû être longuement mûri. Enfin, je vais en parler brièvement, mais bon, je vais juste effleurer la donnée tantôt. Alors ici, comme chez Marcel Labine et Gabriel Landry, le sujet est au centre des scènes décrites. Le réel se déploie autour de lui. La demeure, donc encore une fois, l'appartement, dont, comme Landry, l'auteur donne l'adresse dès les premières pages. Enfin, on suppose que c'est son adresse, le 1646 Joliette, d'où il part et d'où il parle le plus souvent, est au centre. Donc, ça constitue le foyer du quartier, le centre du quartier, au fond, suivant évidemment le livre. C'est en quelque sorte l'épicentre du mouvement qui anime le quartier. Il n'y a pas de moi qui vaille, dit-il. Alors, là, on va prendre les textes parce que ce que je vais vous citer, c'est dans les textes. Alors, je vais vous lire le poème de la page 14 qui est important. Donc, 1646 rue Joliette, il n'y a plus de moi qui vaille, plus qu'un autre, j'ai tellement écrit que je me donne mal au cœur. Il aurait fallu que ça se produise plus tôt, je dirais qu'il est trop tard. À mon adresse, le convoi des cygnes roncharge. Alors, le vers final. Donc, la finale du vers, de la première, troisième vers de la deuxième strophe. J'ai tellement écrit que je me donne. Donc, évidemment, il y a mal au cœur qui suit, mais je pense que compte tenu du brouillage et de la dissémination des identités qui traversent le recueil, on peut le lire à juste titre autrement et le lier de façon plus générale au contexte dans lequel se déploie le poème. Et aussi en considérant les photos qui jouxtent le poème et lire « Je me donne à la ville qui m'étreint et m'efface, me perd dans la foule et les objets ». Parce que si on s'arrête aux photos qui jouxtent le poème, alors on a d'un côté, on a deux photos d'escalier. Premièrement, un escalier tout seul qui est un passage unique, hein, un passage, on ne croise pas souvent dans les escaliers, le passage d'un individu unique. Et ici, un escalier qui devient un objet parmi d'autres, parmi des détritus qui jonchent le sol. Donc, disparition de la singularité, hein, de ce passage. Donc, ça permet, au fond, d'extrapoler et du fait que le « je me donne » soit en fin de vers, je pense, permet cette lecture polysémique. Donc, comme Gabriel Landry, on note cette interpénétration de l'intérieur et de l'extérieur, la proximité des voisins, la promiscuité, l'intimité forcée et néanmoins consentie. Il y a un côté voyeur dans ces textes qui est un appel à la réciprocité. On n'est pas dans la vision panoptique. Le voisin, hein, dans le poème, par exemple, attendez voir, oui, le poème de la page 18. Je ferme l'ordinateur, éteins la lampe du passage. Sur son panier à linge, le voisin d'en face reprend son numéro selon le va-et-vient de la porno. J'imagine le plastique froid entre ses cuisses, l'imperfection du plastique. Du dessous, le voisin sort, vérifie la porte.
Je ne crois pas qu'il m'ait vu. Donc, le voisin, il ne l'a pas vu, mais évidemment, il pourrait le voir. Donc, c'est une virtualité qui traverse, évidemment, le regard et la dynamique qu'il poursuit. Donc, l'ordinateur, par ailleurs, est, un peu comme chez Landry, un témoin. Il est là et il semble être témoin. Dans le poème de la page 23 que vous avez, d'ailleurs, c'est intéressant, il semble faire écho à la séance de masturbation du voisin, comme s'il en colportait le regard. Donc, vous voyez que là, le regard est réciproque. Ce n'est pas le voisin qui le voit, mais comme si l'ordinateur posait le regard sur le sujet. Et donc, ça fait écho et ça ouvre à cette bidirectionnalité du regard. Je me lève pour de l'eau. La chaise frappe contre la bibliothèque. Il fait trop chaud dans la cuisine. Je rince un vieux verre. Le réfrigérateur crie sa lumière. Renverse un peu d'eau. Vois mon ombre. L'ordinateur toujours ouvert. Muet, transparent et froid. Comme le froid du plastique qu'il imaginait entre les cuisses du voisin. On peut, étant donné la proximité de ses poèmes, évidemment, concevoir ça comme un jeu d'écho. Le quartier, s'il a un caractère organique chez Landry, qui lui prête notamment les fonctions du corps, ici, il est ouvertement personnifié. C'est en somme le sujet de l'adresse des textes. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça structure l'ensemble de la démarche. Parce que le poète se parle à lui-même, au fond, il se parle à lui-même, mais il parle à Hochelaga aussi. C'est le personnage, donc, de manga du poème de la page 19. À 15 ans, Hochelaga montre ses seins durs et blancs, ses bottes de manga cirées roses, lance ses hanches dans tous les yeux, brûle la fin d'un joint, offre sa liberté, sa toute petite liberté. C'est aussi bien Hochelaga les cloches, Hochelaga la légère, Hochelaga la chic, Hoche la big mama, Hochelaga la vide, Hochelaga la gigogne. Ce n'est pas étranger à l'érotisme trouble qui joue une fonction déterminante dans ce recueil. Entre le poème de la page 30, où le quartier s'incarne en pute, donc, je cite, « Hochelaga m'ouvre le seul trou que je puisse remplir », et il dit plus loin qu'il l'aime avec sa tête, et celui de la page 72, où on lit « Lourd comme un fleuve, Hochelaga la gigogne ouvre son ciel, se déverse par les fenêtres pour noyer en nous le fleuve », il y a un lien. Dans le premier, si le quartier s'ouvre à la pénétration, c'est en définitive, on le voit dans le poème de la page suivante, le poème de la page 31, où on lit « Quand j'inspire, tout un corps de femme crie au viol dans la ruelle, entre ma bouche et suit le suivi jusqu'au cerveau, se tait dans un bordel tapissé de velours rouge pour firmament, mon crâne transforme l'horreur en don de soi, rien n'a encore été dit chaque fois que j'aspire. » Donc le sujet, c'est lui que Hochelaga ouvre par le biais de la pénétration, donc le mouvement va dans les deux sens, et c'est ainsi que le poète perd son jeu. Il est dès lors pénétré par l'inspiration, donc par le corps de femme qui crie au viol dans la ruelle, donc par ce double mouvement. Dans le poème de la page 72, donc, que j'ai cité, on note une confusion des genres. Ici, les identités se contiennent mutuellement et s'annulent en vertu du double mouvement de pénétration et de déversement. C'est par la noyade que le sujet s'ouvre. Donc, je vous répète ici ce que je vous ai cité. Lourd comme un fleuve, Hochelaga la gigogne ouvre son ciel, se déverse par les fenêtres pour noyer en nous le fleuve. Donc, c'est par noyade que le ciel s'ouvre ici, et c'est important parce que ça prépare, en fait, ça fait écho au fantasme de suicide qui est important aussi. Le même mouvement détermine la forme des poèmes qui mélange les registres et intègre ici et là le langage populaire, ou joue sur un mélange de sacré et de trivialité, comme c'est le cas à la page 40. Je vous lis. Sur son balcon, sans voix, Hochelaga les cloches sonnent dans un trou, les uns se piquent, s'entretuent, sans larves, les autres sucent des bites, s'ouvrent les veines, déboulent les escaliers, du haut du mât du stade, on voit partout la passion. Donc, au son des cloches, le plus élevé et le plus bas se rencontrent et se mêlent.
Le sujet se laisse pénétrer donc par le quartier avec tout ce qu'il comporte de violence. Ainsi, c'est au plus intime de lui-même qu'il comprend le mystère de la barbarie, qu'il sent la racine de la cruauté. Jusque-là va donc son ouverture. Je voudrais noter l'importance du fleuve dans ce livre. C'est à la fois un agent d'enfermement que les photos avec les grillages de fer forgé rappellent et accentuent. Dans ce lieu, donc, enfermement dans ce lieu de toutes les violences, dont sont victimes surtout les femmes et les enfants, et une issue. Mais l'issue du fleuve, évidemment, c'est la noyade. Mais il apparaît aussi comme une bouche infernale. Il a un pouvoir d'attraction, mais c'est une bouche infernale qui menace de tout avaler. On lit à la page 69, « La nuit tombe dans le fleuve », 76, « Les rues se jettent dans le fleuve ». C'est l'extrême limite du quartier au sud, bordé par la rue Notre-Dame, avec laquelle il présente un contraste en même temps qu'une parenté, la circulation. Il est un témoin impuissant, en bas, tout en bas du paysage, et ne peut, dans les faits, sortir de son lit pour laver tout ça, les voitures, les camions et tous les déchets qui recouvrent le sol. Le fleuve appelle, lit-on à la page 38. Il a une tumeur au cerveau, grosse comme une île. Le camion démarre enfin. Donc, tout ce qu'il peut laver, le fleuve, c'est la conscience du sujet, c'est sa mémoire, et il ne peut le faire que par la noyade. De refuge qu'il se voulait au départ, donc je suis venu cacher ma lèpre dans Hochelaga, lit-on à la page 52, et parce qu'en dépit de tous les efforts qu'on y met, on ne peut pas complètement s'affranchir de son identité, je voudrais être un autre, lit-on, mais ils sont tous occupés. Plus loin, si j'y pense bien, je n'ai jamais imaginé qu'un seul je. Le quartier, donc, devient l'équivalent d'une prison, un lieu clos, saturé de violence. Comme au bas du paysage, le fleuve guette et menace de tout avaler, il n'y a que peu d'issue à cet enfermement. Il s'agira dans un premier temps de prendre la violence sur soi et en soi, en se laissant pénétrer par la ville, ses paysages, ses habitants, jusqu'à reconnaître en soi la source du mal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, de donner à Hochelaga un ciel. Contrairement à chez Landry, ici, le ciel se fait rare. Donc, c'est du moins ce que donne à entendre, donc il s'agit de donner à Hochelaga un ciel, et c'est ce que donne à entendre le fantasme du suicide qu'on lit à la page 72. Je vous le lis. Alors, il se jette de la fenêtre et son corps est traversé par la clôture de fer forgé qui se présente comme une ouverture et une ouverture de ciel, au fond. Son corps devient le lieu d'ouverture du ciel. Donc, auquel fait écho le poème de la page 77 qui, lui, parle de distance. Quand je me suis comparée à un oiseau, ce n'était pas pour donner du ciel une image de liberté, mais la distance dont je rêve en pensant à toi. Ah, c'est ça. J'écris à mon bureau, donc j'ai retrouvé la page 75. J'observe la rampe face à la fenêtre. Je rêve de la poser à l'horizontale en équilibre entre deux autos. Je pose mon crayon, me jette du troisième. Il y a du fer forgé entre mes côtes, du ciel ouvert à l'infini. Donc, mis côte à côte, les deux poèmes que je viens de vous lire induisent un double déplacement, un double élargissement de l'espace. Donc, dans un cas, une ouverture, dans un cas, une distanciation, qui est aussi la possibilité d'affranchissement du sujet. Car ultimement, ce qui est visé, c'est le retournement du trou en vide libérateur, en espace propice à la recréation de soi, du poème, du monde. C'est ainsi seulement qu'habiter devient synonyme d'être. Ce n'est sans doute pas par hasard que le tout dernier poème, qui porte le titre Hochelaga, propose un portrait par la négative, une sorte d'image différentielle. Le désir libéré, la tension, semble-t-il, se relâche et avec elle, le conflit. Le poème se lit comme suit. Ce qui fait que c'est toi, c'est que tu n'as rien que j'espère. Donc, au fond, on finit par créer
du vide comme on a donné son corps pour créer l'ouverture vers le ciel. En terminant, je vais conclure rapidement en revenant sur les questions avant de donner la parole à... OK, bon ben, Non, je peux on juste va mettre arrêter. rapidement, peut-être. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on pourrait prendre une petite pause à un moment donné entre les deux? Ah oui, bien ça, ça. Ben, est-ce qu'on peut la faire maintenant? Puis c'est bon, on va... Je veux pas t'arrêter, là, mais c'est juste que comme il y a envie de partir. Il n'y a pas de problème. Peut-être juste la petite conclusion. C'est ça. On va faire la pause avant. Puis on va faire la pause après. OK. Oui. Non, c'est bon, c'est bon. Ben, rapidement, les caractéristiques qui permettent de rapprocher ces œuvres et de dire ce qu'ils nous disent du quartier et comment le quartier influence la démarche. Donc, chez Labine, la langue prédomine sur le réel, mais il y a une interaction. Chez Landry, le réel prédomine sur la langue, mais il y a une interaction. Chez La Fontaine, on pourrait dire que le corps est à la frontière entre les deux et qu'il y a une intégration. Donc, chez les trois, on note une importance des croisements et de l'interpénétration, les entrées, les sorties, l'identité, l'altérité, l'ici, l'ailleurs, l'intérieur, l'extérieur. Ça donne, dans les trois cas, des poèmes seuils. Donc, dans les trois cas, l'incidence du lieu est déterminante sur la poésie, en même temps que la poésie polyphonique, hybride, voire dévoyée, est un médium tout désigné pour actualiser cette relation à la fois amoureuse et problématique au quartier. En vertu de son caractère performatif, comme la description selon Michel de Certeau, la poésie fait ce qu'elle dit. Elle le fait en vertu de deux aspects qui la définissent. D'abord, son rythme et son lyrisme, donc, qui la rapproche du mythe et lui donne un pouvoir fondateur. La poésie fait monde. Elle le fait aussi en vertu de la liberté formelle qui permet l'intégration et donc le recyclage, manière de sauver le quartier et d'apprivoiser son hétérogénéité. Aussi en vertu de son pouvoir de transfiguration, elle magnifie donc le pauvre, le banal, le trivial, l'usé. Donc, chez les trois, démarche, critique exacerbée, positionnement frontalière, liminaire, importante, qui contribue à renouveler le pouvoir signifiant du poème. Donc, citation de Jim Harrison, que j'ai dit pertinente pour les trois. Donc, le poème fabrique ainsi de l'horizon, le fil du récit. Il travaille dans l'horizontal et il donne du ciel, donc stratification du réel, en vertu de sa structure paradigmatique. Il densifie le sens en travaillant à la verticale. C'est ainsi qu'à partir des cartes qu'il trace et des parcours qui le traversent, il devient lieu habitable. Il déroule le chemin, il console de la déroute, comme le dit Labine, il déroule le fil d'Ariane, comme pourrait le dire Landry, ou il permet de suivre le fil du regard et de relier les regards, comme on pourrait le conclure à partir du travail de Patrick Lafontaine. Voilà.